se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. C'était un week-end divisé en deux phases. Samedi, je suis restée principalement à la maison et j'ai lu toute la journée et franchement, ça m'a fait du bien. Franchement, c'était vraiment trop chouette. Et dimanche, nous sommes allés dans la région bruxelloise pour rendre visite à des amis. Donc voilà, c'était vraiment un week-end entre occupation sociale et occupation asociale, vu que je suis restée à la maison pour lire. D'ailleurs, samedi, j'ai lu un bouquin, enfin j'ai quasiment lu un bouquin en 24 heures. Mais si vous voulez savoir de quel bouquin je parle et quel est ce fameux livre que j'ai lu en moins de 24 heures, je vous invite bien évidemment à aller voir mon précédent vlog que je vous mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais annoncé à la fin de ce vlog, je suis en pleine lecture d'un roman écrit par un auteur japonais. Il s'agit de La Maison Noire de Yusuke Kishi. Donc ça, c'est un livre que je lis dans le cadre du Black November, qui est un challenge littéraire qui a été créé par Séverine du compte Instagram et YouTube. Il est bien ce livre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Franchement, vous ne pouvez qu'y gagner en allant vous abonner à sa chaîne YouTube surtout, mais également à son compte Instagram. Allez, soyons fous. Donc en fait, le Black November, c'est un challenge littéraire que Séverine a créé il y a 9 ans et qui en fait se déroule pendant le mois de novembre, pendant lequel la littérature noire et principalement les thrillers sont mis en avant. Et chaque semaine de ce mois de novembre, il y a une thématique. Et la thématique de cette semaine, qui commençait donc hier, on était le 10 novembre, c'est lire un thriller d'un auteur non européen. Donc voilà, moi j'ai choisi un auteur japonais et dans ce challenge, donc qui dure sur... combien j'ai de livres encore à lire? J'ai 3 livres encore à lire. Attendez. Non, oui. Non, en fait, j'ai encore 2 livres à lire, mais il y en a un que j'ai pas lu. Donc du coup, ça se faisait sur 5 semaines. En fait, chaque semaine, il y a une thématique différente et il y a 2 petites thématiques bonus / thématiques globales que l'on peut appliquer pendant toute la durée du challenge. Et l'une d'entre elles, c'est lire un maximum d'auteurs qu'on n'a jamais lus. Et donc, moi, dans ma petite palle de 5 livres, j'ai pris que des auteurs que je n'ai jamais lus. Et celui-ci, donc du coup, Yusuke Kishi, c'est un auteur japonais que je n'ai jamais lu. Donc c'est trop bien parce que du coup, je vais découvrir un nouvel auteur, une nouvelle plume, un nouvel univers. Et je démarre ce roman qui m'avait été, pas chaudement recommandé, mais en fait quand la maison d'édition 10-18 avait publié sur leur compte Instagram un petit peu la publicité, enfin en tout cas une publication qui en relation avec la sortie de ce bouquin, ça y est, je vais trouver mes mots. C'est François du compte Instagram Le Lecteur Amateur qui me l'avait envoyé en me disant que ça allait me plaire. Et donc quand j'ai croisé le chemin de ce livre en librairie, je m'étais rappelé de ce post publicitaire de la part de la maison d'édition 10-18 qui m'avait bien plu, qui m'avait bien tenté, qui m'avait bien teasé. Et donc je l'ai embarqué avec moi lors de l'un de mes derniers séjours en librairie quand j'étais à Paris. Alors, ce livre parle de... Donc en fait, on suit Shinji Wakatsuki qui travaille dans un cabinet d'assurance et en fait il travaille dans le département lié aux assurances vie et lui il va éplucher chaque matin les avis de décès pour relever un petit peu les incohérences et pour voir en fait qu'est-ce qui colle avec les assurances vie pour essayer de déceler non seulement les fausses déclarations mais également quand il y a un décès qui survient hors du cadre de l'assurance vie ou qui ne correspond pas aux clauses du contrat, etc. Voilà, c'est à lui de un petit peu déceler tout ça et relever donc du coup voilà toutes ces incohérences et ces problèmes entre les décès et les contrats. Et puis un beau jour en fait il va recevoir un coup de fil d'un homme qui lui demande de venir chez lui constater un décès et Wakatsuki va se rendre sur place. Il va découvrir le corps d'un jeune adolescent qui s'est pendu et la question survient, est-ce que c'est un suicide ou pas? Et alors, la 4e de couverture nous dit « Son instinct lui dicte qu'il s'est passé autre chose dans cette maison noire. Wakatsuki n'a jamais laissé un dossier sans réponse, mais celui-là pourrait bien le conduire aux confins de la noirceur... Non, aux confins de la noirceur, oui, de l'âme humaine. »
Voilà, alors j'avoue que j'ai un peu du mal à faire le résumé. Vous savez que d'ordinaire j'aime bien moi-même faire le résumé d'un roman, même si c'est pas toujours réussi, hein, voilà, mais je préfère parler avec mes mots et essayer voilà, de vous le vendre comme ça plutôt que de lire systématiquement la 4e de couverture. Mais là, j'ai dû quand même m'inspirer de cette 4e de couverture parce que là où j'en suis, j'ai lu 60 pages sur 382. Voilà, donc je suis vraiment qu'au tout début du roman. Et ça se ressent que je suis au tout début du roman parce que bah là, oui, on a fait la connaissance de Wakatsuki qui travaille du coup dans cette compagnie d'assurance en lien avec les contrats d'assurance vie. Il épluche effectivement des avis de décès, mais il n'y a pas encore eu le contexte de l'histoire qui a véritablement été posé. Pour l'instant, on suit principalement donc ce personnage, Wakatsuki. On en apprend un peu plus sur sa vie, sur son passé, sur sa copine, etc. Donc pour l'instant, c'est vraiment les présentations générales du personnage principal. L'auteur pose les bases du personnage, d'un point de vue psychologique, historique, caractériel, situation familiale, enfin bref, etc. Il pose les bases au niveau de son personnage. Et donc du coup, je ne pourrais pas vous donner un résumé pour l'instant comme ça, à part vous dire, on suit Wakatsuki qui travaille dans des assurances, et voilà. Donc c'est pour ça que je me suis du coup inspirée de cette 4e de couverture. Donc j'en suis qu'au début. Mais je vous avoue que pour l'instant, je trouve pas ça fifou. Je trouve qu'en fait, l'auteur se perd un petit peu en fait dans l'explication du personnage principal. Là, le premier chapitre, donc on était avec lui dans son bureau, qu'il essayait de régler des problèmes et tout ça. Donc voilà, là pourquoi pas, on suit sa vie quotidienne. Puis ensuite, le deuxième chapitre, c'était dédié à... Donc il était en week-end, il a fait une sortie avec sa petite amie. On apprend qu'il a des petits problèmes pour les petites relations intimes entre hommes et femmes. On apprend que son grand frère, mais quand ils étaient jeunes, s'est suicidé. Du coup, il fait des cauchemars autour de ça. Il s'en veut énormément également du suicide de son frère parce qu'il a l'impression que c'est de sa faute. Enfin bref, donc là, on est vraiment en fait... on prend connaissance du personnage principal relativement en détail. Et si vous suivez mes vlogs depuis le début ou depuis un certain temps, vous savez que moi, ce genre de narration qui va très en détail dans la vie des personnages et qui se perd un petit peu dans toute cette explication psychologique, historique, etc. d'un personnage ou des personnages, moi, ça me lasse un petit peu. Donc là, j'avoue que j'ai pas l'impression qu'on avance par rapport au vif du sujet, donc par rapport à ce pseudo-suicide de ce jeune adolescent. Voilà, l'auteur se perd un petit peu dans des petites digressions qui sont peut-être utiles pour plus tard, peut-être pas, je ne sais pas au stade où j'en suis, mais en tout cas, pour l'instant, je m'ennuie un peu, j'avoue, j'ai du mal à accrocher. J'ai un peu du mal à accrocher au style, j'ai un peu du mal du coup à accrocher parce qu'il n'y a rien qui nous tient en haleine quoi là pour l'instant. Et donc du coup, si ça continue comme ça, je soupçonne que je vais partir sur un abandon après avoir, voilà, j'ai lu que 60 pages sur 382 là, donc j'ai même pas lu un tiers du livre. Donc je vais quand même essayer d'avancer, je vais quand même essayer de passer au-dessus de la page 100, voire 150 pour quand même donner une chance au produit avant de décider de l'abandonner, mais j'espère en tout cas que le souffle, enfin en tout cas le suspense va bientôt arriver et va réussir à me prendre aux tripes. C'est vrai qu'ici on est dans un roman écrit par un auteur japonais. Les auteurs japonais ne sont pas vraiment réputés pour leurs récits menés tambour battant avec plein d'actions, tout ça. Les seuls policiers polar thrillers que j'ai lus c'était Kaigo Higashino, donc avec Le Nouveau et Les Doigts Rouges. Et c'est clair que c'est pas speed quoi au niveau de la narration. Ça prend son temps, ça développe bien la psychologie des personnages. Dans Le Nouveau, notamment, on était en plein cœur d'un quartier de Tokyo. L'enquête se déroulait pas de manière conventionnelle, vu que plutôt que de suivre le policier ou alors le coupable ou alors la victime, en fait, on suivait des personnages complètement random qui habitaient dans le quartier de la victime et le policier allait interroger ces différents commerçants, personnes qui vivent
ou travaille dans ce quartier pour essayer de résoudre son enquête. Donc c'était vraiment un peu plus social, on était vraiment plongé au cœur de ce quartier. C'était une narration quand même très particulière, mais il y avait quand même un certain suspense, il y avait quand même quelque chose qui me tenait... Enfin, qui me plaisait, quoi, vu que j'ai lu le livre relativement lentement, parce que j'avais autre chose à faire à cette période de l'année, mais j'avais lu ce livre avec beaucoup de plaisir, j'y retournais avec, voilà, avec grande joie, et c'était vachement cool, et donc c'est pour ça que j'avais remis le couvert un petit peu avec Keigo Higashino en lisant Les Doigts Rouges il y a peu. Donc je le sais que, en me mettant dans un roman écrit par un auteur japonais, ça va pas être comme un Donato Carisi ou un Franck Tillier où on va y aller au niveau de l'action, etc. Mais quand même, j'espère que ça va un petit peu plus s'accrocher mon attention parce que, ouais, pour l'instant, je trouve pas ça fifou. Mais voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, je n'ai lu que 60 pages, donc à voir plus tard dans la semaine mon avis à son sujet, voir est-ce que je reste là-dessus, ou est-ce que ça va prendre un nouveau tournant, ou tout simplement que la narration va réussir à me plaire et à me faire passer un bon moment. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser, on est mardi aujourd'hui, mardi 11 novembre, ce n'est pas férié au Luxembourg, figurez-vous, en France et en Belgique, le 11 novembre est un jour férié, mais pas au Luxembourg, donc j'ai travaillé aujourd'hui. Et bah en fait c'est pas férié, on va faire un petit point culture, allez, un petit point culture improvisé. Pourquoi ce n'est pas férié en fait au Luxembourg? Bah tout simplement parce que lors de la Première Guerre mondiale, le Luxembourg était neutre de base, sauf que les Allemands n'en ont eu complètement rien à faire de la neutralité du Luxembourg et ils nous ont envahis, bah, comme la Belgique par exemple. Mais étant donné que le Luxembourg était neutre, il y avait quand même encore un gouvernement luxembourgeois au pouvoir, bien que les Allemands... mettaient leur nez quand même là-dedans et dictaient quand même au gouvernement ce qu'il fallait faire. Et on avait toujours notre grande duchesse de l'époque, donc qui était Marie-Adélaïde, qui elle a accueilli entre guillemets les Allemands dans le pays. Enfin tout simplement, elle a fait ce qui lui semblait... ce qui semblait devoir être fait à ce moment-là, parce qu'elle voulait quand même épargner un bain de sang pour son peuple, etc. Et donc elle a un petit peu... entre guillemets, accueilli l'ennemi, et c'est comme ça que du coup les Allemands se sont installés ici au Luxembourg. D'ailleurs, by the way, les Luxembourgeois en ont énormément voulu à Marie-Adélaïde, et on a demandé à ce qu'elle abdique après la Première Guerre mondiale, et c'est comme ça que sa sœur Charlotte est arrivée à la tête du pays comme grande duchesse. Bref, parenthèse à part, peut-être qu'un jour je vous ferai un petit point culture comme ça sur les souverains du Grand-Duché de Luxembourg, ça pourrait être quand même vachement intéressant. Enfin, je suppose, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir un point culture sur les monarques luxembourgeois. Moi, je trouverais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est une royauté, enfin, des souverains dont on ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, pourquoi grand-duc et pas roi alors que c'est un petit peu l'équivalent au niveau du titre? Ben voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous préparer ça. Mais donc, du coup, revenons à pourquoi ce n'est pas férié. Bah, du coup, le Luxembourg, pardon, étant neutre et ayant, enfin voilà, bien qu'il était sous occupation, sous le joug allemand pendant la Première Guerre mondiale, voilà, c'était pas un pays qui était dans l'union des Alliés avec les Belges, les Français, les Anglais, etc. Il y a eu quand même une partie de la population qui a décidé de rejoindre les rangs de différentes armées pour combattre les Allemands. Donc oui, il y a quand même eu des Luxembourgeois qui se sont battus, mais... Le 11 novembre et la signature de l'armistice a moins d'impact, en tout cas sur le Luxembourg, que sur la Belgique ou la France, parce que bah, de base le pays était censé être neutre et il n'y a pas eu véritablement voilà, toutes ces batailles qui se sont déroulées dans le pays et avec voilà, la majorité des gens qui se battaient dans les armées. C'est la Noémie du montage, je fais une petite pause dans mon discours pour ajouter quelques petites précisions à ce sujet. Donc en fait, le Luxembourg n'est jamais entré officiellement en guerre, comme par exemple le Japon, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, etc. Donc quand on regarde sur internet ou dans les différents manuels historiques, le Luxembourg ne fait pas partie de la liste des pays alliés parce qu'il n'est jamais vraiment rentré en guerre étant donné qu'il était neutre, et également comme il n'est jamais vraiment rentré en guerre, le Luxembourg n'a pas signé l'armistice, donc le 11 novembre 1918, d'où la neutralité et d'où le fait que du coup cette date du 11 novembre n'est pas aussi importante entre guillemets que pour la France et la Belgique, parce que voilà, le Luxembourg
Luxembourg était neutre. Voilà, cela dit, ça n'empêche pas quand même le pays de commémorer la fin de la Grande Guerre. Donc on a un monument qui s'appelle la Gueulefra, qui est dédié aux personnes qui ont lutté pour libérer le Luxembourg du joug allemand, qui sont morts pendant la guerre, etc. Et donc il y a quand même une cérémonie commémorative de la fin de la Première Guerre mondiale, mais en tout cas la fin de la signature de l'armistice, ce fameux 11 novembre, a eu moins d'impact, on va dire, sur le Luxembourg qu'il ne l'a eu sur la Belgique et la France. Et donc voilà, en gros, dans les grosses lignes, hein, pourquoi le 11 novembre n'est pas férié au Luxembourg. Voilà, et ben donc du coup, je vais vous laisser parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui j'ai travaillé et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps, bien trop longtemps, que je n'avais plus pris de petits bains, que je n'avais plus fait de routine skincare. Et bien qu'on soit mardi, comme je ne l'ai pas fait hier lundi, bah, j'ai très envie là d'aller me plonger dans un petit bain, faire plouf plouf, me tartiner la figure de petites boues avec plein de petites vertus pour m'enlever mes petits boutons, pour m'hydrater, pour me donner du glow, oui. Et bien évidemment, qui dit bain, routine skincare, dit également lecture. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais aller barboter et moi je vous dis donc à plus tard. Hello, nous sommes le mardi 18 novembre et je viens conclure cette semaine de vlog. Alors, d'un côté, j'ai pas grand chose à vous dire parce que ma semaine a été énormément chargée. J'ai travaillé ce week-end, le week-end du 15 et du 16 novembre. Et donc du coup, vu que j'étais fortement occupée ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais paradoxalement, j'ai quand même plein de choses à vous raconter parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses pendant cette semaine. Donc au programme, j'ai un update lecture à vous faire, j'ai un petit book haul également, et puis un petit blabla pour vous expliquer les différents événements qui me sont arrivés, ou plutôt les différents événements auxquels j'ai participé, notamment ce week-end. Du coup, la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais parlé de ma lecture en cours, qui est donc la Maison Noire, de Yusuke Kishi. Alors, je suis dedans depuis dimanche dernier, donc on était le 9, il me semble, décidément. Et j'ai pas des masses avancées parce que je suis à la page 148. Voilà, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire cette semaine comme je vous l'ai dit. Et voilà,
Déjà de base, l'histoire, elle est pas très rythmée, hein. On n'est pas sur un rythme effréné, on n'est pas sur une narration menée de tambour battant. C'est extrêmement lent, c'est extrêmement descriptif. Il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de blabla, de description. On est beaucoup avec le personnage principal qui s'appelle Shinji Watatsuki. On est beaucoup dans sa tête. Il travaille pour une assurance, donc il est dans le pôle des assurances vie, donc il travaille pour ces assurances. Et donc, il y a énormément de descriptions sur les assurances vie, etc. Donc voilà, c'est très descriptif, c'est très lent. Et franchement, après une semaine à ne pas avoir eu de temps pour lire, voilà, en fait, ce livre commence véritablement à me taper sur le système. Et hier soir, je lui ai donné une dernière chance pour me séduire. Voilà, une dernière chance pour me faire la cour, pour me faire les yeux doux et me faire passer un bon moment de plaisir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, un bonne de coquinou. Voilà, je lui ai laissé une dernière chance hier soir et je crois que je vais l'abandonner. J'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. C'est clair que ma semaine a été, voilà, extrêmement occupée. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. J'ai travaillé le week-end dernier, donc j'étais pas à la maison, j'ai pas pu lire, j'ai pas pu prendre mon bouquin. La semaine a été éreintante, donc le soir, pareil, je n'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture. Je lisais peut-être 2-3 pages à tout casser. Je pense clairement que j'ai sorti ce livre au mauvais moment. Parce que voilà, déjà la narration est lente et de base quand je suis extrêmement attentive et que j'ai du temps pour lire, je n'aime pas ça, mais là alors que je ne suis pas attentive et que je n'ai pas de temps pour lire, voilà, ça le fait pas avec moi et je sens que si je m'obstine, je vais rentrer dans une panne de lecture ou en tout cas je vais véritablement souffrir. Donc je prends la décision d'abandonner ce livre ou en tout cas de le mettre de côté pour peut-être le reprendre plus tard à un moment beaucoup plus propice dans ma vie de lectrice. Mais là, franchement, j'en ai trop marre et j'ai envie de prendre du plaisir, quoi. J'en ai marre, j'ai pas envie de souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, j'ai pas envie, donc voilà. On va partir sur un abandon par rapport à ce livre-là. Mais, mine de rien, même si je n'ai pas beaucoup lu en papier, j'ai quand même pas mal lu en audio parce que j'ai pas non plus été des masses courir la semaine dernière, mais j'ai quand même fait un run de plus ou moins 5 km lundi et mardi je ne suis pas allée courir. J'aurais dû, mais je ne suis pas allée courir. Mais en revanche, j'ai fait ma kiné parce que je vous avais expliqué dans un vlog, mais bref, j'ai un petit problème à ma jambe et du coup, je vais voir le kiné pour traiter ça, pour pouvoir continuer à courir et être performante sur mes différents challenges de course que je me suis mis en 2026. Et le livre qui m'accompagnait pendant mes sorties running, c'était Vendetta de R.J. Ellory que j'ai terminé. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plus de 22 heures d'écoute et franchement, c'est pas mal long. D'autant plus qu'ici, on est dans un R.J. Ellory et je trouve que l'une des caractéristiques de cet auteur, c'est de quand même faire énormément de descriptions, faire beaucoup Il approfondit énormément ses personnages. À chaque fois qu'on rencontre un personnage, qu'il soit mineur ou de premier plan, il va limite lui faire sa biographie, il va détailler en long, en large ou en travers son enfance, les différents événements marquants qui ont marqué sa vie, etc. Donc voilà, c'est un auteur qui aime bien approfondir la psychologie de ses personnages, qui aime bien donner moult détails, moult descriptions et qui se perd parfois vraiment dans des profusions comme ça de longueur de description, etc. Mais on ne peut pas lui enlever qu'il a quand même un certain talent de conteur, il a quand même une belle plume, il a quand même cet art de raconter des histoires qui fait que, mine de rien, on accroche quand même pas mal à ses romans, même si, comme moi, on n'aime pas les narrations tirées en longueur et extrêmement lentes. Cela dit, ici, on est quand même beaucoup plus dans une histoire de vie noire plutôt qu'une enquête policière. Donc, pour rappel un petit peu du postulat de base, en fait, on va être la fille du gouverneur de Louisiane va être kidnappée et son ravisseur, Ernesto Pérez, va aller voir le FBI pour se rendre, entre guillemets, à une seule condition. Il donnera des informations sur où
est située, la fille du gouverneur de Louisiane, que s'il peut parler à, comment il s'appelle encore, à Ray Hartman, qui est un flic qui habite à New York. Et donc le FBI va faire venir ce Ray Hartman de New York pour qu'il puisse interroger Ernesto Pérez, et Ernesto Pérez va lui expliquer l'histoire de sa vie depuis sa plus tendre enfance jusqu'au moment où il s'est fait donc arrêter par la police. Et on va vivre à travers le récit d'Ernesto Pérez toute une fresque historique de l'histoire de la mafia américaine, principalement de la mafia italienne. Ernesto Pérez, lui, est un Cubain qui est parti vivre aux États-Unis et qui, par des concours de circonstances, est arrivé à travailler pour la mafia. Et donc on va suivre sa vie pendant toute une bonne partie, je ne sais plus quel âge il a, peut-être 60 ans, enfin bref, pendant une bonne cinquantaine d'années, on va suivre comme ça l'histoire de la mafia avec un grand H, liée à l'histoire fictive donc d'Ernesto Pérez. En somme, j'aime bien le postulat de base, mais c'est clair que comment dire, R.J. Ellory met vite de côté, tout comme les policiers de l'histoire, en fait, le sujet principal qui est cette fille du gouverneur de Louisiane qui est enlevée. Donc on a toute l'histoire de l'enlèvement au début, quand même pendant une bonne centaine de pages, et puis ensuite on a seulement la révélation à la toute fin, et vraiment pendant des pages et des pages, c'est plutôt la vie d'Ernesto Pérez. Donc ici, en fait, je dirais pas trop qu'on est dans un... Je dirais qu'on n'est pas trop dans un roman policier, même un thriller, en fait. Alors oui, il y a beaucoup de violence, beaucoup de comment dire, de sang, il y a, il y a quand même ce côté entre guillemets très violent, il y a quand même ce côté un petit peu mystérieux, où il y a toujours un mystère qui plane pendant toute la durée du roman, de savoir qu'est-ce qui est arrivé donc à cette jeune fille. Mais en fait, c'est plus une histoire de vie noire plutôt qu'un réel roman policier, parce que voilà, ce postulat de base est complètement parti à la trappe. Et moi, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, je trouve qu'R.J. Ellory se perd beaucoup trop dans la narration, donc entre l'introduction avec donc l'enlèvement de la jeune fille et la conclusion. Clairement, moi, je l'ai trouvé extrêmement long, extrêmement lent. J'ai vraiment dû mordre sur ma chic pour continuer le roman, mais cela dit, j'ai quand même bien fait, parce que la fin du livre vaut vachement le coup. Les 150, voire, allez, on va dire 200 dernières pages m'ont énormément plu. J'ai adoré cette histoire, en fait, la fin de l'histoire d'Ernesto Pérez. Il y a eu un vrai basculement dans sa vie, et l'après-basculement de sa vie m'a énormément plu. J'ai adoré la conclusion de l'histoire. Alors j'avais deviné ce qui allait se passer, j'avais deviné la fin, mais même en ayant deviné la fin, j'ai adoré en fait découvrir comment R.J. Ellory allait arriver à cette fin. Voilà, parce qu'en fait, il y a toute une construction narrative autour de ça, il y a tous des événements qui se passent, enfin bref, il y a un mystère énorme, on se pose plein de questions, et puis une fois qu'en fait, on a un peu la révélation de tout ça, c'est incroyable. Vraiment, j'ai bien fait de rester jusqu'à la fin, parce que cette fin en vaut véritablement le coup. Mais pour arriver à cette fin qui en vaut véritablement le coup, franchement, c'est un long chemin de croix, hein, parce que le livre fait donc 763 pages, et comme je l'ai dit, c'est les 150 voire 200 dernières pages qui m'ont tenu en haleine, donc ça nous fait à la page 560, on va dire 600, voilà, la page 600. Donc il faut quand même se farcir tout ça, voilà, toute cette grosse partie, avant d'arriver quand même à quelque chose d'un petit peu plus, thrill. Là, on est plus dans le thriller, dans cette dernière partie, véritablement, je trouve. Et dans une partie où il y a un petit peu plus d'action, où il y a un petit peu plus d'enjeu, et qui, moi, en tout cas, je trouve plus intéressante que tout le reste de l'histoire, qui est extrêmement longue. Il y a, voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de biographies des différents personnages, il y a beaucoup de profusion de détails, il y a beaucoup de descriptions, et ça nuit clairement en fait à l'intrigue et à la tension ou au suspense. Enfin voilà, ça nuit véritablement à la narration. Je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, en fait, quand je pense à ce livre, je ne suis pas déçue, mais je ne suis pas non plus enchantée.
Voilà, je suis un peu entre les deux parce que je trouve que le postulat de base est intéressant. Ce qui est au milieu est un petit peu moins parce que beaucoup trop longue. Et la fin en vaut véritablement le coup. Voilà. Cela dit, quelque chose d'hyper intéressant à propos de ce livre, c'est que du coup j'ai un peu discuté avec l'auteur parce que j'ai publié sur Instagram dans une de mes stories que j'avais terminé ce livre et que je l'avais trouvé malgré tout un peu trop long. Et l'auteur a réagi là-dessus en disant que lui aussi, en fait, si c'était à refaire, s'il devait republier ou réécrire Vendetta, il le publierait avec 20% de pages en moins. Donc 20%, on est voilà, sur plus ou moins 150-200 pages de moins, parce que lui aussi, il le trouve beaucoup trop long. Et en fait, il m'a expliqué que à l'époque où il a sorti Vendetta, ou en tout cas à l'époque où il a écrit Vendetta, donc le livre est sorti en 2005, mais il me semble qu'il avait été écrit bien avant. C'était à l'époque en fait où il n'avait pas beaucoup de succès dans le monde de l'édition et donc lui tout ce qu'il voulait faire c'était écrire et le plus possible tant qu'il en avait l'occasion et donc il s'est un petit peu lâché ici dans Vendetta pour écrire le maximum de pages pour son propre plaisir et que donc vu l'avenir que le monde de l'édition lui a réservé et vu maintenant sa place en tant qu'auteur qui publie chaque année un roman, clairement, si c'était à refaire, il mettrait donc 20% de moins, donc environ 200 pages, 150-200 pages de moins dans Vendetta. Et ce qu'il m'a aussi dit, que je trouve extrêmement intéressant, que en fait avec le temps, il avait appris à dire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de mots. Et ça, c'est exactement ce que je reproche à Vendetta, c'est que c'est... Enfin, vraiment, il y a des passages et des passages, c'est extrêmement long pour, au final, pas grand-chose. Et donc, le fait que l'auteur revienne un petit peu sur ses anciens écrits et me dise que, voilà, si c'était à refaire, je ferais autrement, ou en tout cas, si je devais retravailler sur Vendetta, j'enlèverais, je retravaillerais la narration pour enlever 150 à 200 pages. Je trouve ça hyper chouette, en fait, d'avoir en fait cette analyse de la part de l'auteur parce que ça correspond tout à fait avec ce que moi j'ai ressenti et puis c'est chouette de voir qu'en fait un auteur critique lui-même ses propres romans et qu'il fait un petit peu une autocritique de ses propres livres et qu'il donne un avis là-dessus et qu'il ne se vexe pas que quelqu'un critique un peu dans la négative du coup son roman et qu'il est tout à fait d'accord en disant ouais en fait voilà ce que j'ai fait c'est pas terrible et si c'était à refaire je ferais autrement. Voilà pour la petite anecdote liée à donc Roger G. Ellery. Voilà un peu pour mon avis. Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis un peu entre deux. Je lui ai donné moi la note de 14/20 sur Livre Addict parce que je trouve que c'est quand même un bon roman, mais il a en fait la qualité de ses défauts. Donc c'est-à-dire que si vous êtes adepte des narrations extrêmement lentes, des narrations hyper détaillées, qui donne du coup énormément de contexte, qui vous immerge du coup énormément dans la société décrite par ce bouquin. Si vous aimez énormément les descriptions psychologiques, parce que là on peut pas enlever à R.J. Ellery que ces personnages ont une profondeur psychologique de dingue. Vraiment, vous connaissez, limite, vous connaissez la marque et la couleur de son slip, parce qu'il vous détaille tout, donc vous êtes au courant de tout. Donc c'est clair que ces personnages sont hyper travaillés. C'est hyper immersif. Voilà, c'est vraiment... Ça laisse pas de place à l'imagination, il vous donne tous les éléments pour que vous puissiez véritablement vous immerger le plus possible dans son livre. Mais voilà, c'est une qualité pour certains, c'est des défauts pour d'autres. Voilà, c'est un livre qui a vraiment les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Voilà, donc je suis malgré tout hyper contente de l'avoir terminé parce que je me suis quand même ôté une grosse épine du pied, une énorme lecture qui a duré plus de 22 heures, enfin 11 heures pour moi parce que je l'écoute en vitesse 2. Mais c'était quand même, voilà, c'était quand même assez long. Même si, voilà, moi, comme je l'ai dit, je lui enlèverai 150-200 pages pour que ce soit un roman beaucoup plus condensé, peut-être beaucoup plus addictif et beaucoup plus passionnant. Mais je ne vais pas nier que j'avais quand même envie de connaître la fin. J'avais quand même envie de savoir qu'est-ce qui était arrivé à cette fille de gouverneur, où est-ce qu'elle était en vie, est-ce qu'elle était toujours vivante, parce qu'on reste dans le doute véritablement jusqu'à la toute fin. Et ça, j'ai quand même trouvé génial. Et comme je l'ai dit, la fin de ce roman en vaut totalement le coup. J'avais envie de savoir et ma patience a été dûment récompensée. Donc voilà.
Une lecture un peu entre deux, mais qui se termine quand même sur une bonne note, sur une note positive, et ça, on aime. Voilà donc pour mon avis sur donc Vendetta de R.J. Ellory. Sinon, oui, book haul encore à vous faire parce que ce week-end, j'ai travaillé. Parce qu'il y avait au Luxembourg ce qu'on appelle les Walferbischerdays, donc c'est les journées du livre de Walferdonge, qui est une ville ici au Luxembourg, qui se déroule toujours les 3e week-ends de novembre, et j'y étais pour le travail, parce qu'il y a toute une partie des Walferbischerdays dédiée aux institutions culturelles, et moi comme je travaille pour 2 musées, ce sont des institutions culturelles, et nous avions décidé cette année d'avoir pour la première fois notre stand sur le salon du livre pour vendre nos différentes publications et pour donner également de la visibilité à nos musées. Et donc j'ai travaillé ce week-end, j'ai travaillé samedi matin et dimanche entre 13 et 18h30, voilà, donc j'étais quand même partie une bonne partie des 2 journées. Et donc quand je suis rentrée à la maison le soir, j'étais quand même relativement claquée. Et j'avais pas envie de lire mon roman, comme vous l'aurez compris. Voilà, la narration m'ennuyait énormément, hein, donc de la Maison Noire. Et j'avais du coup envie de sortir quelque chose qui allait me divertir, me faire rire, me faire passer un bon moment sans être trop intellectuel entre guillemets. Et j'ai sorti du coup une BD de Quick et Flupk, donc Tout va bien, qui est le 3e tome, 3e intégrale des aventures de ces 2 garçons bruxellois qui sont ici, qui sont un petit peu espiègles, un petit peu maladroits, mais en tout cas qui sont très inventifs pour faire plein de bêtises. Un petit peu, voilà, c'est très ubuesque, c'est très... c'est pas très crédible hein, ce qu'ils font parfois comme bêtises, mais voilà, c'est toujours très drôle. Et notamment, l'un des plaisirs de ces 2 garnements, c'est de rendre un petit peu chèvre l'agent 15, qui est un peu l'agent de quartier, l'agent de police du quartier. Et voilà, donc ils font parfois des choses sérieusement qui tournent mal, ils font des choses avec la meilleure intention et parfois ça tourne un petit peu en catastrophe, ou parfois clairement ils font intentionnellement des catastrophes, mais en tout cas voilà, c'est toujours des petits gags très courts, voilà, parce que c'est toujours sur 2 pages. C'est pas prise de tête, c'est extrêmement drôle. Bon, parfois l'humour est un petit peu daté, hein. Clairement c'est une BD qui a été écrite dans les années ici je joue à Édition Casterman, années 80. Ouais, je sais pas trop de quand date effectivement ces gags. Mais voilà, c'est parfois un humour un petit peu daté, un humour un petit peu potache, mais moi c'est un peu ma Madeleine de Proust, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vlogs. En fait, mes grands-parents avaient dans leur bibliothèque une petite BD de Quick et Flupk que je lisais le soir un petit peu en cachette sous la couette, et donc ça me rappelle énormément de souvenirs. Et mon grand-père avait aussi enregistré pas mal de cassettes avec les exploits de Quick et Flupk qui passaient à la télé, donc j'aimais bien regarder ces gags animés du coup, donc passer de la BD à l'écran, j'aimais énormément ça. Donc c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, ça me rappelle quand j'étais petite chez mes grands-parents que je lisais cette BD le soir. Et j'aime bien, c'est Hergé, j'aime bien ce qu'il fait, et quand on connaît un petit peu le contexte de production de ces BD, qu'on connaît un petit peu l'époque et les différents humours qu'il y avait à ce moment-là, moi c'est pas quelque chose qui me vexe, c'est pas quelque chose qui me choque, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir. Voilà, notamment, voilà, comme je disais, parfois un petit peu un humour un petit peu décalé, ubuesque c'est peut-être pas le bon mot, mais... Voilà, par exemple, ici, ils ont un avion qu'ils veulent faire passer, ça passe pas par la porte, et donc du coup, ils démontent toute une partie de la maison pour faire passer leur avion. Voilà, c'est pas du tout faisable, c'est complètement... j'ai pas le mot, mais vous voyez, c'est complètement décalé. Voilà, c'est un humour un peu décalé, parfois un peu potage, parfois un petit peu borderline, comme par exemple ici, voilà, le pauvre... c'est qui, lui? C'est... Flupk, lui, le petit blondinet, c'est Flupk. Qui a été, voilà, le gag se termine par un petit châtiment corporel, hein, voilà, c'est plus trop de l'humour de 2025, mais voilà, il faut remettre le contexte la BD dans son contexte et dans son époque, et voilà, et donc, voilà, bref. Voilà, donc pour la petite BD qui m'a accompagnée samedi soir et dimanche soir, quand je suis rentrée à la maison, j'étais complètement claquée, comme j'aime le dire, éclataxe de chez Éclataxe, et qui m'a fait passer quand même un bon moment lecture avant de dormir. Sinon, donc je vous l'ai dit, j'ai travaillé samedi matin, samedi après-midi, je suis allée avec Sophie, donc ma copine de book club,
Book Club, pardon, les épilogues de Saw que vous connaissez très très bien sur cette chaîne, nous sommes allés à Nomeni pour un salon intitulé Seille de crime, qui est un salon de polar qui réunissait 16 auteurs dans une salle des fêtes, dans un petit village entre Metz et Nancy. Donc nous y sommes allés samedi, bien évidemment nous avons craqué, mais normalement on vous prépare une vidéo, alors je ne sais pas encore si on sera en binôme ou si je serai toute seule, mais en tout cas je vais vous faire comme à chaque fois une vidéo dédiée, une vidéo retour de salon pour vous faire part de notre expérience, vous parler de ce qu'on a aimé, etc., de comment se déroule le salon et pour vous faire un petit book haul. Donc stay tuned, comme j'aime à le dire. On verra si je suis seule ou accompagnée de Sophie, ce sera la petite surprise pour vous. Mais donc je ne vais pas vous parler de ça plus en détail dans cette vidéo. En revanche, ce que je peux vous présenter comme petit book haul, c'est mes achats au Walfarbischerdeich, donc ce salon du livre à Walferdonge au Luxembourg, parce que j'ai craqué pour 2 livres. Donc j'y étais également dimanche après-midi et à un moment donné, j'ai profité d'une mini-pause pour aller voir le stand de Crime.lu, qui est une maison d'édition luxembourgeoise dont les livres me faisaient de l'œil depuis extrêmement longtemps. Parce qu'en fait, la ligne éditoriale de cette maison d'édition, c'est d'éditer des livres donc, dans une langue qui est parlée ou lue au Luxembourg, donc en luxembourgeois, en français, en anglais ou en allemand. Et les romans doivent également avoir un lien de près ou de loin avec le Luxembourg ou les régions limitrophes. Et donc j'étais extrêmement curieuse parce qu'ici j'ai un roman qui se passe au Blumenhaff près d'Echternach. Et l'autre il se passe je ne sais pas où, mais en tout cas ça a toujours... voilà, comme je l'ai dit, un lien avec le Luxembourg ou les régions limitrophes. Et c'est vrai que de voir parfois des crimis, donc des romans policiers, polar thrillers, etc., passer sur les réseaux avec comme lieu géographique des quartiers de la ville de Luxembourg ou des petits villages ou des villes du Luxembourg, moi ça m'avait fortement titillée et je m'étais toujours dit que j'allais soit contacter la maison d'édition, soit une fois passer en quelque part pour essayer de trouver l'un de leurs bouquins. Et ben du coup, ils avaient un stand au Walfarbischerdeich et j'ai sauté sur l'occasion pour découvrir leur publication et je leur ai donc pris 2 livres du même auteur, donc Pierre Decoq. Le premier c'est Le moine à la boucle d'oreille qui se passe donc à Echternach, qui est une ville dans l'est du Luxembourg. Où je vais notamment pour me fournir en vaisselle de seconde main parce que j'ai une petite passion dans la vie, entre autres. Hein. C'est tout ce qui est porcelaine, faïence, etc. Et je collectionne le Villeroy et Boch Acapulco, qui est une collection en fait de chez Villeroy et Boch qui est sortie dans les années 70. Et je suis fan de ce motif et donc je collectionne les pièces Acapulco de Villeroy et Boch et c'est notamment dans une boutique à Echternach que je trouve des petites pépites. Voilà, donc vous savez tout un petit peu, une petite anecdote sur ma vie privée. Et donc ça me fait rire en fait du coup d'avoir un roman qui se passe à Echternach où il y a également une grande basilique et un tombeau de Saint Willibrord qui a fondé l'abbaye d'Echternach. Voilà pour le mini point culture extrêmement rapide. Je vais vous lire du coup le résumé de Le moine à la boucle d'oreille. Blumenhaff, 2 fermes et une dizaine de maisons aux murs jaunes sur les hauteurs d'Echternach. Sous un ciel gris, une équipe d'archéologues poursuit ses fouilles sur le site d'un ancien prieuré. Les restes de ce vieux moine qu'ils viennent de mettre à jour les intriguent à peine, jusqu'à ce qu'une découverte glaçante ne remette tout en cause. Alors que les vieilles haines et les drames du passé reviennent hanter les habitants du hameau, Joao da Costa et son collègue Wagner vont avoir fort à faire pour éclaircir ce sinistre mystère. Voilà. Ouais. Bon, j'avoue, ça me dit un peu tout et rien, cette 4e de couverture. Donc, à voir. J'ai hâte de le lire. Et le 2e bouquin que j'ai pris, c'est Un si gentil voisin. La 4e de couverture nous dit « Veuf, viré de son boulot, Hermann Steiner déprime seul dans sa grande maison vide. Son unique distraction, ce sont sans doute les visites de sa petite voisine, Sophia, qui vient se faire aider pour ses leçons. Mais un beau jour, Sophia disparaît et Steiner, homme seul, bourru, asocial, a tout du coupable idéal. Il va devoir se secouer s'il veut prouver son innocence et retrouver la petite Sophia. » Là, pour le coup, je trouve que la 4e de couverture donne un petit peu plus envie. Et on nous dit également sur l'auteur
Historien, scénariste et dessinateur de bande dessinée, Pierre Decoq s'est lancé en 2007 dans le roman policier et le thriller. Prix des lecteurs de la grande région avec Toccata, il a poursuivi avec les aventures de Joao da Costa, puis toute une série de polars luxembourgeois dans lesquels se mêlent suspense, humour et mystère. Ben voilà, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, j'avais hâte de découvrir ces livres et ben maintenant, ils font partie de ma palle. Je les ai enfin acquis et j'ai hâte de les lire. Et je pense qu'ils ne vont pas tarder à sortir de ma palle parce qu'ils sont quand même relativement courts. Le moine à la boucle d'oreille, là, il fait 156 pages. Donc ça va se lire vite. Non, 157, attendez, il y avait l'épilogue. 157 pages. Bon, à une page près, hein, c'était pas trop ça. Et l'autre, du coup, un si gentil voisin, 122. Donc voilà, écoutez, à voir. C'était une aide comme j'aime à le dire, mais en tout cas, je suis ravie que ces deux bouquins rejoignent ma palle. Voilà donc pour le petit book haul de mes petits achats, une partie de mes petits achats de ce week-end. Mais comme je vous l'ai dit, pour le reste, vous allez devoir attendre la vidéo dédiée au salon Side de Crime. Et pour ma lecture, ma prochaine lecture, je vais faire traîner un petit peu le suspense. Je vais garder le livre secret jusqu'à la semaine prochaine. Et donc, bah voilà, si vous voulez savoir quel livre je vais sortir de ma palle, rendez-vous lundi prochain. Et voilà, c'est sur ce petit cliffhanger que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les avez détestés? Est-ce que vous êtes un petit peu mitigé? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que je vous ai donné également envie de découvrir l'un des livres de ce vlog? Voilà, dites-moi également tout là, ici en bas, dans les commentaires. N'hésitez pas, j'adore vous lire et surtout, j'adore vous répondre. Et sinon, pour me soutenir, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours cool de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne Un Air Littéraire. C'est trop chouette de voir que ma communauté grandit. C'est trop cool. Et sinon, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, je vous souhaite comme d'habitude de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!